République démocratique du Congo traverse des moments intenses entre la crise sécuritaire, des enjeux diplomatiques. Le président Tshisekedi s'est rendu en Ouganda, où il a participé à l'investiture de son homologue ougandais. On va revenir sur cette question au cours de cette édition d'actualité. Les accords avec Washington, vous allez vous rappeler que ces accords ont déjà été entérinés. Nous sommes passés à l'étape même des sanctions. Le président de la République est revenu déçu pendant la conférence de presse, vous allez encore vous souvenir. Des nouvelles sont tombées aujourd'hui. Paul Kagame a été interdit d'accéder sur le territoire américain. Avec notre invité, on va également aborder cette question où nous en sommes avec les discussions des lois qui ont finalement été délocalisées en Suisse, en Europe. On obtiendra de notre invité des réponses pour votre compte au cours de cette session spéciale. Et notre invité est Patrick Muyaya, ministre de la Communication et Médias, porte-parole du gouvernement. Monsieur le ministre, merci d'avoir accepté notre invitation et bienvenue sur Chancela News. Merci beaucoup, Madame Chancela. Et cette fois-ci, c'est à Kinshasa. C'est à Kinshasa, merci pour cette petite précision. Alors, vous avez accompagné le président Tshisekedi en Ouganda. Vous êtes parti également de l'Ouganda pour le Kenya. De quoi s'agit-il concrètement? Nous vous avons vu rapporter qu'il y a eu des protocoles d'accord qui ont été signés. De quoi s'agit-il? Il s'agissait de la réunion de la commission mixte entre la République démocratique du Congo et la République de l'Ouganda. Comme vous savez que l'Ouganda est un pays voisin avec lequel nous partageons beaucoup de questions communes et de manière régulière. Il est question de faire des points sur les différents projets dans différents secteurs. Donc les accords, les mémorandums qui ont été signés portent sur plusieurs points. Il y en a qui portent sur l'administration publique, l'échange par exemple entre notre école nationale d'administration et l'école nationale d'administration là-bas. Il y a des mémorandums qui ont été signés dans le cadre du commerce, parce que vous savez que dans les zones frontalières, particulièrement dans les Grands Nord, il y a l'exercice du petit commerce dans les deux pays. Mais il fallait donc avoir un petit moment de discussion entre les membres du gouvernement avant que les mémorandums ou les protocoles d'accord puissent être signés les lendemains par le président devant le président de la République. Donc nous y avons travaillé toute la journée du dimanche. Nous avions une délégation d'à peu près 14 ministres qui étaient sur place, même si le VPN de transport et celui de l'urbanisme et de l'habitat, le ministre Adissaro, sont venus le jour suivant. Donc l'idée c'était vraiment d'étudier toutes les questions de manière détaillée qui concernent la coopération entre les deux pays. Il y a eu un communiqué final qui a sanctionné les travaux et je pense qu'on a pris rendez-vous d'ici 3 à 4 mois pour faire l'évaluation de ce qui a été convenu et pour vous dire aussi qu'il y a eu des ouvertures, notamment sur la question des visas, parce que les Congolais peuvent se rendre en Ouganda sans visa. Il était question qu'à notre niveau, nous puissions étudier la question et donc on peut dire que de ces points de vue, les objectifs ont été atteints par rapport aux questions qui étaient à l'ordre du jour, quitte à voir maintenant comment on va s'assurer de leur mise en application. Et les jours qui a suivi, le président de la République est venu parce qu'il était aussi l'invité de l'investiture du président Museveni pour son 7e mandat, je pense. Et il était là aussi comme d'autres chefs d'État. C'est après que le président de la République nous a rejoints parce qu'on est parti à Nairobi plutôt avec la Mineta pour le sommet Africa Forward. Je crois que c'est les derniers sommets du président Macron. On parlera de cette étape du Et donc Kenya. c'est là aussi que nous sommes partis. Oui, allez-y. Revenons sur l'Ouganda. L'Ouganda n'est pas bien vu de la part de population des Lituri par exemple. Ça fait presque 5 ans que l'Ouganda, à travers des troupes ougandaises, sont sur les territoires congolais, j'allais dire. La coopération militaire entre la RDC ou les FARDC et les UPDF, est-ce que le chef de l'État a eu le temps d'examiner cette question de manière particulière? Les ADF continuent à tuer au Congo. L'armée ougandaise apporte quoi concrètement à l'armée congolaise? Non, je crois qu'il faut circonscrire la présence de l'armée ougandaise pour un besoin précis. Il faut d'abord savoir que les terrorismes, c'est combat en groupe. Il faut savoir aussi que les ADF, c'est un mouvement terroriste d'origine ougandaise. Et que la question de la sécurité, évidemment, qui est une question cruciale à la fois pour nous et pour eux, devrait être débattue. On a lancé conjointement les opérations Chouja qui ont permis aujourd'hui de déstructurer les bases ou toutes les structures connues, en tout cas, d'où opéraient les ADF. Mais n'oubliez pas, madame, que nous combattons les terrorismes. Et que les terrorismes, ce sont des actes, lorsque vous combattez les terroristes tels qu'on les combat,
ils ont toujours, ils prennent des actions en représailles. Et lorsqu'ils partent en représailles, c'est sur des paisibles situations, des paisibles populations qui s'en prennent. C'est ici l'occasion de redire la solidarité et la compassion du gouvernement pour toutes les populations qui ont été touchées, que ce soit en Ituri ou dans le Grand Nord, du fait de l'activisme des ADF. Beaucoup n'ont peut-être pas fait attention, mais depuis au moins 3-4 conseils de ministres, le président de la République a instruit la ministre d'État, ministre des Affaires sociales, pour qu'à chaque conseil de ministres, qu'il nous fasse le point de la situation humanitaire. Et je peux vous assurer que la situation en Ituri, comme dans les Grands Nord, est une situation qui est particulièrement scrutée. Évidemment, le gouvernement apporte des réponses pour soulager tant soit peu les populations qui sont souvent prises pour cible justement de ces agissements terroristes. Soulager les populations prise pour cible, c'est très bien, mais éviter ces genres de dégâts, c'est encore mieux de la part d'un gouvernement. Dans la nuit du 5 au 6 mai dernier, Massad Boulos, le conseiller du président américain en charge des questions africaines et qui fait le suivi dans les accords de Washington, a noté sur son compte X, anciennement appelé Twitter, qu'il y a eu des massacres de chrétiens à Beni par des ADF. La question, c'est celle de savoir à quand date la dernière attaque des ADF sur les territoires ougandais qui pousse les gouvernements congolais à continuer à accepter ce partenariat. Quand je vous parle, par exemple, quand je vous parle de ces attaques-là, en réalité, nous avons décidé ensemble, comme c'est partout dans le monde d'ailleurs, le terrorisme, c'est combat en route. Et les terroristes, ils opèrent en Ouganda, il y a évidemment eu des attentats là-bas, mais ils opèrent surtout dans la partie frontalière, et très souvent d'ailleurs sur notre territoire. C'est pour ça que nous avions convenu ensemble de traiter la menace, et nous la traitons. Mais vous savez, comme je le disais tout à l'heure, les terroristes, ils opèrent de manière spectaculaire. Vous voyez des gens qui viennent de manière aveugle, tuer des populations dans les champs, tuer des populations dans les églises, et je me souviens d'ailleurs qu'il y a 2 ans peut-être ou 3 ans, ils ont même attaqué pendant la célébration de la messe de Noël. Ces cas, spécialement les derniers cas en date mentionnés par Massad Boulos, nous l'avons j'allais discuter avec le VPN intérieur, mais aussi avec les gouverneurs Somo de la province du Nord Kivu. Et ces événements se sont passés dans la zone, dans les périmètres entre le Grand Nord et l'Ituri, et ce sont malheureusement des nouveaux actes de terrorisme que nous condamnons, et c'est pourquoi le président de la République comme le gouvernement réitère notre volonté de mettre tout à disposition pour que nous puissions préserver nos populations de ces types de massacres. On aurait bien voulu entendre que les ADF vont attaquer aussi l'Ouganda, comme ça sera quand même comparable. Parce que écoutez, on ne peut pas vouloir que la violence se propage. Quoi qu'il en soit, les ADF sont d'origine ougandaise. Pourquoi les troupes ougandaises ne restent pas dans la frontière du côté de l'Ouganda et mener à distance ces opérations? N'oubliez pas, ce ne sont pas des opérations qui se mènent à distance. Lorsqu'on a convenu de faire des opérations Souja, c'est des opérations conjointes. N'oubliez pas qu'il y a quelques mois, les chefs d'état-major de l'armée ougandaise avaient séjourné dans notre pays pour faire le point et l'évaluation. Les actions ne se mènent pas de manière non préparée. Les actions militaires se mènent en fonction des renseignements que vous obtenez, parce qu'il faut connaître la géographie de la zone. C'est la géographie de la zone qui vous permet de regarder quel type d'unité vous allez envoyer, s'ils sont dans les montagnes ou ils sont sur les plaines, quel matériel utiliser. Et je crois qu'il y a des réunions d'état-major entre l'armée ougandaise et la nôtre qui préparent les événements et les règles d'engagement lorsqu'il faut s'engager pour traiter cette menace terroriste. On va partir du côté du Kenya pour ne pas nous éterniser sur cette question d'Ouganda, même si on aurait bien voulu approfondir la question, monsieur le ministre porte-parole du gouvernement. Au Kenya, on a vu le président Tshisekedi, pas des images encore officielles, mais des accolades avec le président Macron. Pourquoi la France va organiser un sommet dans un pays anglophone et pas en RDC? Écoutez, je ne saurais pas répondre à la place de la France. Ça veut dire que la France a sa stratégie ou ses relations diplomatiques. Et nous sommes partis, le président de la République est venu à Nairobi pour quelques heures, parce qu'on ne va pas faire de l'hypocrisie. Vous savez que nous sommes dans une relation difficile avec les Kenyans, justement, du fait de l'attitude qui s'apparente parfois à de la complicité ou
en tout cas avec tous ceux qui agressent notre pays, qui ont fait de Nairobi un point de passage. Je crois qu'on a dû nous exprimer plusieurs fois sur le sujet et donc nous sommes dans cet esprit. Nous sommes partis à ces sommets-là. Il y avait évidemment la dimension des différents panels qui devaient porter des questions comme la santé. Vous savez que vous ne pouvez pas faire une grande messe sur l'avenir de l'Afrique sans qu'il y ait la République démocratique du Congo, qui est un des pays africains le plus important en termes de ce qu'il représente, en termes de position régionale, mais aussi INGA, mais aussi toutes les ressources que nous avons sur notre sol. Et donc le président de la République a brièvement participé, il a spécialement participé à la cérémonie des clôtures, mais c'était aussi l'occasion pour le président de rencontrer son homologue français et surtout de faire une introduction de notre candidate à la direction de la francophonie, Madame Juliana Lumumba, qui avait spécialement fait les déplacements de Nairobi pour participer justement à cette réunion des chefs d'État. Cela fut fait sommairement, mais ça va continuer. Les échanges vont continuer dans les jours qui viennent en France entre Madame Juliana, évidemment avec les membres du gouvernement qui l'accompagneront, et les présidents français, parce que comme le président Macron lui-même l'a dit, l'épicentre de la langue française, c'est dans les bassins du Congo, c'est donc en République démocratique du Congo que se joue l'avenir de la francophonie, et pour nous, République démocratique du Congo, nous portons un projet qui va être le reflet de la population que nous avons. Si je peux me permettre quelques chiffres, il faut savoir que nous sommes le plus grand pays francophone, en termes d'abord de superficie, en termes de population aussi, même si en termes de locuteurs actuellement, je pense que la France nous dépasse les quelques chiffres, mais je crois que dans les 25 ans à venir, le quart de la population francophone au monde sera en République démocratique du Congo, et que nous, au nom de tous ces atouts, nous avons, à travers Madame Juliana Lumumba, présenté un projet qui nous permettra de faire de cette francophonie une francophonie des peuples, une francophonie qui travaillera pour le peuple, pour la solidarité. Je crois que Madame Lumumba sera en mesure de mieux étoffer ou partager sa vision dans les jours qui viennent pour que les uns et les autres comprennent que lorsque la République démocratique du Congo s'engage pour la direction de cette organisation régionale, ce n'est pas seulement parce qu'elle la représente l'avenir, mais c'est surtout parce qu'elle a des idées à partager avec les autres pays membres de la francophonie pour voir comment on fera de cet espace un espace de paix, un espace où il se fait plus d'économie, un espace où il y a plus de numérique, un espace où il y a de la place finalement pour l'innovation et des opportunités pour nos jeunes. Nous pouvons sentir de la fierté dans votre manière de parler quand vous évoquez des chiffres, notamment en ce qui concerne la langue française et tout ce qui va avec la francophonie. Mais est-ce que la même fierté est ressentie du côté de la France quand le président Macron dit par exemple que la France n'est pas dans l'optique de suivre les sanctions comme les États-Unis l'ont fait contre le gouvernement rwandais, les responsables de l'armée rwandaise? Comment le gouvernement congolais a-t-il accueilli cette déclaration du président Macron? Il est évident que ce n'est pas la première fois que le président Macron fait ces déclarations. N'oubliez pas que le président Macron a été, je pense, en septembre 2021, à l'initiative, j'étais là à New York, à l'initiative de la réunion entre les deux présidents. La question du dialogue, le dialogue, il se tient déjà avec le Rwanda, processus de Washington. Et lorsqu'on parle de sanctions en diplomatie, ce sont des outils qui permettent justement d'obtenir des résultats sur le terrain. Vous avez suivi le président Kagame qui promettait, n'oubliez pas, l'enfer à ceux qui promettaient des sanctions il y a quelques semaines. Vous l'avez suivi aujourd'hui, reconnaître que ça les affecte, même s'ils s'entêtent. Je crois que la posture du président Macron devrait évoluer normalement, parce que nous sommes dans un dialogue où oui, on se parle depuis des années, mais non, on n'avance pas beaucoup sur le terrain. Et si la France veut jouer un rôle complémentaire au rôle que l'Amérique joue actuellement, la France et par-delà l'Union européenne devrait être en mesure de bien regarder, de refaire une mise à jour du sujet et de considérer que sur le Rwanda, il faut davantage des pressions pour nous assurer que l'objectif de la paix restauré dans la partie est de la RDC de soi et dans les meilleurs délais. Est-ce que la posture du président Macron ne s'est traduite pas par la stagnation autour de ce qui a été déjà voté à Lomé? Vous allez vous souvenir, la résolution, c'était porté par la France, et donc vous-même, porte-parole du gouvernement à l'époque, vous nous expliquiez ce qui c'était réellement.
Aujourd'hui, cette résolution ne porte aucun fruit sur le terrain. Mais la France refuse même de se heurter au Rwanda. C'est pourquoi j'ai dit tout à l'heure que le président Macron devrait aussi évoluer, dans le sens où il y a une résolution qui est claire, la 2773. Vous lui avez fait savoir cela par des voies officielles. Elle a été complétée par la 2808. Je pense que la position de la République démocratique du Congo, Madame Sonsela Tchala, est très, très, très claire. Et aujourd'hui, il n'y a pas d'ambiguïté sur le fait que le Rwanda, c'est l'agresseur et qu'il ne devrait pas y avoir des politiques de deux poids, deux mesures parce qu'il y a un pays en Europe qui est agressé pour lequel les pays européens sont particulièrement mobilisés. Ce que nous disons, c'est clair, c'est connu dans les textes. Mais maintenant, nous sommes engagés, n'oubliez pas, dans un processus avec le processus de Washington où nous avons un médiateur qui dispose des leviers de contraintes. Et donc, au moment où je vous parle, vous avez suivi, par exemple, que la semaine dernière, que les Rwandais ont commencé à se retirer de la plaine de Ruzizi. Ils sont allés vers Sangé. Mais l'objectif serait que ces Rwandais qui sortent rentrent au Rwanda, conformément justement à ce que nous avons convenu dans les cadres de l'accord de paix qui est parmi les textes résumés dans ces textes. Il est donc évident que pour nous, les efforts qui visent les retours de la paix sont les bienvenus, mais la nature des efforts qu'il faut apporter présentement au regard de l'attitude inutilement belliqueuse du président Kagame, qui ne cesse d'ailleurs de les démontrer parce que le cessez-le-feu est constamment violé, il est important que la France et plus globalement l'Union européenne continue dans ce qu'elle avait commencé au mois de mars 2024 en sanctionnant quelques officiers, mais aussi en sanctionnant la raffinerie des Gassabo. Cette question avait fait l'objet d'ailleurs... 2025. Oui, 24. Cette question avait fait d'ailleurs l'objet de mes discussions avec Madame Hilde Vodmans, que nous sommes partis à Bruxelles avec mon collègue des droits humains, avec des députés européens, parce qu'il est question pour l'Union européenne, elle aussi qui tient à la paix, à contribuer effectivement pour le retour de la paix. Et ce n'est plus avec les mots qu'il faut le faire, mais c'est avec des mesures de coercition, notamment les sanctions, qui peuvent aider à ce que cette paix devienne effective. Quand le gouvernement congolais aborde la question des sanctions à l'égard du Rwanda, on sent de l'enthousiasme. Les opposants critiquent cette attitude. Les opposants estiment que le gouvernement s'est finalement abandonné entre les mains des Américains pour continuer à écoper des sanctions à l'encontre de... Mais nous ne sommes pas abandonnés. Écoutez, madame, il faut savoir que la résolution mère qui trace la voie du retour de la paix ici s'appelle la résolution 2773, qui dit de manière claire que le Rwanda devrait s'y retirer, qui dit aussi de manière claire que la voie à privilégier, c'est la voie du dialogue. C'est là que nous sommes. Les processus diplomatiques, ils prennent sans doute du temps, mais c'est les processus dans lesquels tout le monde est aujourd'hui impliqué. Il est évident que parce qu'il y a un acteur qui bloque les processus, les sanctions sont prises. Même si le président Kagame s'entête, il ne s'entêtera pas indéfiniment. Et donc, lorsque nous avons fait le choix du processus diplomatique, cela ne veut pas dire que sur d'autres fronts, nous ne travaillons pas, notamment les fronts militaires. Qu'on ne vous trompe pas, nous savons que le Rwanda et ses fils respectifs ne respectent pas les cessez-le-feu et nos militaires ne peuvent pas laisser ceux qui ne respectent pas les cessez-le-feu opérer impunément en menaçant la vie de nos compatriotes. C'est pour ça que régulièrement, l'armée prend des actions qui permettent de s'assurer que les menaces contre nos populations civiles sont étouffées. Un écart considérable sépare les discours officiels, comme vous les tenez, aux réalités sur terrain. Human Rights Watch a publié un rapport dans lequel ils expliquent que de massacres ont été opérés vers la fin de 2025 jusqu'en début 2026. Des fosses communes ont été également découvertes par-ci par-là autour d'Uvira. Aujourd'hui, vous nous parlez des retraits de troupes rwandaises de Sangé, je précise, à une trentaine de kilomètres de la ville d'Uvira. Quels sont les mécanismes que le gouvernement congolais a mis sur pied pour suivre l'effectivité de ces départs-là et s'assurer que ces gens vont aller au Rwanda? Écoutez, c'est tout ce qui se passe dans ces cadres est suivi de près par la médiation américaine. N'oubliez pas pas par le gouvernement congolais. N'oubliez pas, évidemment, nous suivons, parce que lorsque je parle de la médiation américaine, nous y participons aussi. Hier, nous avions une réunion du mécanisme conjoint de coordination de la sécurité, l'organe qui est créé dans l'accord où la République démocratique du Congo, autour des Américains, discute avec le Rwanda de ce qui est attendu. D'une part,
les retraits de forces rwandaises et d'autre part, les traitements de la question du M23, un processus qui est en cours parce que nous, République démocratique du Congo, nous sommes engagés à faire notre part pour que la paix revienne très vite parce que nous savons que chaque jour où nos populations ploient sur la gouvernance par crime, c'est des morts et nous ne pouvons plus en continuer d'en compter. C'est pour ça que nous travaillons activement dans les cadres du processus de Washington pour que la paix puisse être restaurée. Nous sommes passés des Doha en Suisse désormais. Monsieur le ministre, je pense que vous n'avez pas encore fait la mise au point ou quelque chose comme ça sur ce qui s'est concrètement passé en Suisse, mais on s'en souvient que du côté de ceux qui nous agressent, ils ont dit qu'il fallait libérer des prisonniers et que la question également de la réouverture de l'aéroport de Goma a été évoquée. Pouvez-vous nous faire quand même un petit résumé des récentes discussions? Écoutez, les discussions, effectivement, ont été délocalisées à Montreux. Vous connaissez la situation sécuritaire dans cette partie du monde, au Qatar spécifiquement. Il faut considérer que le fait qu'on s'assoie et qu'on discute, c'est déjà des éléments de progrès. Et donc aujourd'hui, la discussion porte, et c'est parmi l'un des points qu'on a obtenu des Montreux, on a un mémorandum qui permet l'opérationnalisation du cessez-le-feu. Et c'est cessez-le-feu qui doit être opérationnalisé. Je crois qu'il y a eu un travail qui s'est fait notamment autour de la MONUSCO. Je crois que d'ici 2 semaines, les premières missions devraient être faites avec lesquelles les missions pour aller vérifier justement l'effectivité du cessez-le-feu dans les cas du mécanisme MCVE+, tel qu'il est appelé, le mécanisme conjoint de vérification, pour voir ce que ça donne, c'est les points de départ. En même temps, il y a d'autres protocoles qui devaient être étudiés, notamment la question de la libération du prisonnier. Ici, je rappelle, si vous vous conformez au protocole d'accord de Doha au début, à l'accord cadre de Doha, au début, vous allez vous souvenir qu'il était prévu comprendre ce qu'on appelle des mesures de confiance. Et la libération de prisonniers rentre dans ces cadres de mesures de confiance. Et ces mesures de confiance, pour être prises, il est prévu que cela se fasse en conformité avec nos lois. Et donc, ça signifie que je pense que les listes ont déjà été échangées et qu'à notre niveau, il y a un travail en cours autour du ministère de l'Intérieur, du ministère de la Défense, du ministère de la Justice pour étudier les cas par cas qui ont été envoyés, évidemment conformément à la loi. Et les moments venus, lorsque ces études finiront, on pourra libérer ceux qui sont libérables parce qu'il est hors des questions de demander la libération de ceux qui ne sont pas directement concernés dans ce qui s'est dans la crise actuelle. Il est aussi question de s'assurer qu'on n'accorde pas de liberté à ceux qui sont soupçonnés d'être responsables des crimes de guerre, de crimes massifs et tous ces crimes contre l'humanité que nous savons qui sont perpétrés à la fois par le père, dont le Rwanda, et les fils, les M23. Ensuite, il y aura, je pense, dans les jours qui viennent, une délégation de la médiation qui passera à Kinshasa pour discuter, parce que nous avons encore 6 protocoles suivant ce qui avait été convenu à Doha, sur lesquels on doit se prononcer. Ça avance lentement, sans doute, mais ça avance. Et nous, je le rappelle, comme nous sommes respectueux de nos engagements, nous allons œuvrer pour que l'accord de Washington puisse produire les effets très rapidement et pour que les taux puissent se desserrer sur nos populations qui ploient sous l'occupation rwandaise. Dites-nous de manière hiérarchisée, hein, Monsieur le ministre, si cela est possible. On va commencer par où? On vérifie s'il y a le cessez-le-feu effectif et si c'est vrai qu'il y a cessez-le-feu, vous allez en contrepartie libérer les prisonniers ou ça marche ensemble? Non, ça veut dire que nous sommes dans un processus où les choses, ça dépend de lorsqu'elles ont étudié, elles doivent s'appliquer en même temps. Ça veut dire que l'opérationnalisation du cessez-le-feu n'est pas suspensif, de la discussion, par exemple, qui s'est fait autour de la nature des prisonniers à libérer. Mais nous savons tous que les agresseurs continuent à frapper. Hein. Ce matin, ils ont attaqué les positions des FARDC dans le haut plateau des Minembwe. Et moi, je dis aussi que je crois que l'armée va sortir un communiqué tout à l'heure, si ce n'est pas déjà fait, où nous condamnons et où nous rappelons que les uns et les autres doivent respecter leur engagement et où nous rappelons surtout que l'armée ne peut pas laisser impunément des gens s'apprendre à des populations civiles. Et donc l'armée, dans les cadres de ses compétences, prend des actions pour contenir toutes ces attaques. Mais dans ces cas-là, la vérification de la mise en exécution de cessez-le-feu ne servira à rien parce que les combats s'y Ça veut dire qu'il faut d'abord y arriver. Il faut d'abord arriver à cette opérationnalisation du cessez-le-feu. Lorsque vous opérationnalisez les cessez-le-feu, vous êtes en mesure de faire les monitorings et vous êtes en mesure de savoir qui a tiré, de savoir d'où c'est parti. Et donc c'est un processus
qui malheureusement prend du temps à se mettre en place, mais lorsque ces processus seront mis en place, le médiateur ou la MONUSCO ou ceux qui nous accompagnent seront en mesure de savoir c'est qui les premiers coupables de manière, cette fois-là, de nouveau documentée. Et je suis sûr que ça, les curseurs tournera beaucoup du côté du Rwanda parce que eux, leur intérêt principal, n'oubliez pas, Madame Chancel, est économique et que chaque fois qu'ils nous imposent la guerre, c'est un prétexte pour eux de continuer à procéder au pillage de nos ressources. Qui sont ces prisonniers? Des gens qui ont été arrêtés pour de diverses raisons par l'État congolais, emprisonnés, et sur base de quoi se retrouvent-ils sur des listes du M23 ou de l'armée rwandaise pour être libérés? Sur ces processus spécifiquement de prisonniers qui se tient avec une certaine confidentialité, je pense que nous pourrons communiquer à ces sujets avec le ministre de la Justice au regard, lorsque évidemment les premiers prisonniers seront libérés. N'oubliez pas que c'est un processus que nous faisons avec le CICR, qui est spécialisé entre autres sur les sujets, parce qu'il ne suffit pas de libérer ce qu'il faut libérer à partir de Kinshasa, mais je pense qu'il y a aussi les assurances à prendre lorsqu'il faut ramener ceux-là dans les parties du pays sous occupation où ils sont réclamés. À l'issue d'un conclave tenu ici à Kinshasa, quelque part, la CENCO a rendu public un document dans lequel elle condamne la gestion du pays par votre gouvernement. La CENCO estime que la situation est très alarmante. Le gouvernement n'arrive pas à accompagner la population. Les revendications des populations ne sont pas écoutées. La situation sécuritaire persiste et que la population doit demeurer vigilante face aux tentatives de changement des constitutions qui, selon la CENCO, visent à accorder un troisième mandat au chef de l'État. Quelle est la réaction du gouvernement? Écoutez, je ne vois pas des réactions à avoir. Le discours de la CENCO n'est pas nouveau. C'est une question de choix. Si vous choisissez d'être dans les camps de ceux qui ne voient pas les progrès qui s'est fait, libre à vous. C'est un choix délibéré. Vous avez assisté à la conférence de presse du président de la République qui a abordé toutes les questions sans tabou. Et je pense qu'aujourd'hui, madame, il ne faut pas oublier que la situation que la CENCO peint est une situation qui ne date pas d'aujourd'hui. Et il faut leur demander de faire un petit effort. Je crois que sur ces accords, n'oubliez pas qu'il y a le président de la CENCO qui avait dit 99 ans. Mais la commission justice et paix de la même CENCO qui a relu cet accord, heureusement, a fait la bonne mise au point. Donc il est évident que lorsque vous regardez déjà certaines positions qui sont prises par certains acteurs au niveau de la CENCO, vous voyez que c'est politiquement motivé. Je n'emprunterai pas l'expression de mon collègue des transports du gouvernement qui disait des politiciens en soutane juste pour rire un peu. Mais je crois qu'ici, regardez par exemple sur la question de la gratuité de l'enseignement. Lorsque le président de la République a commencé à en parler, il y avait beaucoup d'opposition dans les chefs de l'Église. Aujourd'hui, nous en sommes où? Aujourd'hui, la question de la gratuité de la maternité, j'entends des critiques, sans doute. Mais n'oubliez pas que les solutions que nous voulons apporter, c'est des solutions, en fait, qui auraient pu être apportées des longues années avant, mais ne l'ont pas été. Et lorsqu'aujourd'hui, j'ai discuté encore hier, en revenant de Nairobi, avec le ministre de la Santé, Roger Kamba, qui m'a dit 4 millions des femmes ont bénéficié de ces programmes. Et lorsque les femmes bénéficient de ces programmes, ça veut dire qu'aujourd'hui, il n'y a plus les systèmes qu'on avait d'une femme qui accouche mais qui est retenue à l'hôpital comme une prisonnière. Mais pourquoi? Mais parce que l'État s'engage à payer dans les cadres de notre volonté de mettre en place un système de couverture santé universelle qui signifie accès des soins de santé de qualité pour tout le monde à bas prix ou sans payer quoi que ce soit. Ce sont les ambitions que nous portons à travers le président Tshisekedi qui sont exécutées par les gouvernements. Et il faut aller poser la question à ses parents qui devaient payer des frais pour 4 élèves et qui ne les payent plus. Il faut aller poser la question à cette maman qui a attendu désespérément 15 ans, 20 ans sa retraite, voir sa retraite arriver. Il faut regarder les efforts qui sont consentis à la fois pour les militaires, les policiers, mais pour les fonctionnaires. Madame, tout cela s'est fait dans quel contexte? Dans un contexte de guerre. Alors, si vous choisissez de regarder la partie du verre qui est vide, c'est votre optique, mais nous regardons la partie de verre qui commence à se remplir, et évidemment, nous ne disons pas que nous sommes satisfaits. Nous savons qu'il y a encore beaucoup à faire,
nous allons continuer à travailler avec la même détermination. Monsieur le ministre, je pense que votre réponse va atteindre justement la composante 5O. Au cours de la conférence de presse du chef de l'État, il y a une question qui fait encore la une des médias et même ça fait débat dans la plupart des médias. C'est la question du changement ou de la révision de la Constitution. Le chef de l'État, on lui a posé la question si c'est dans l'optique justement d'en venir à un troisième mandat. Il a dit que si le peuple lui demandait de rester un peu, il ne va pas décevoir le peuple. Monsieur le ministre, qu'est-ce que le président a voulu dire et que les Congolais n'ont pas compris? Parce que ça s'est traduit comme la volonté exprimée du chef de l'État de pouvoir briguer un troisième mandat alors que c'est illégal. Je crois que le président de la République a été on ne peut plus clair dans ce qu'il a dit sur la Constitution. Je veux paraphraser le président de la République. S'agissant du débat sur la Constitution, je souhaite rappeler un principe simple. Aucune question d'intérêt national ne saurait être confisquée, caricaturée ou interdite des réflexions. Mais toute réflexion sur nos institutions doit être conduite avec sérieux, avec transparence, avec méthode, dans les respects scrupuleux de l'état de droit, sans précipitation, sans manipulation et sans obsession politicienne. La Constitution n'est ni un instrument des circonstances, ni un objet de convenance. Elle est le pacte fondamental qui organise notre vie commune, garantit l'équilibre de nos institutions et protège la stabilité de la nation. Y toucher, ou même en débattre, exige donc de l'écoute, de la rigueur, de la responsabilité et un sens élevé de l'intérêt national. Au fond, ce dont la République a besoin d'aujourd'hui, c'est d'unité sur l'essentiel, des responsabilités dans la divergence et des maturités dans les débats publics. Où est le problème? Qu'est-ce que ça signifie concrètement? Mais ça signifie que nous, si nous voulons débattre de la question de la Constitution, nous avons notre droit de débattre sur la question, mais pour autant que les choses s'effacent dans les respects scrupuleux de l'état de droit, sans précipitation, sans manipulation, sans obsession politicienne. Y toucher ou même en débattre exige donc de l'écoute. En parlant d'écoute, madame, je reviens de Bruxelles. Avant, j'étais en France, j'étais au Canada. Lorsque vous entendez les compatriotes de la diaspora, ils ont une demande, la double nationalité. N'est-ce pas? Lorsque vous êtes le président Tshisekedi dans sa posture, parce qu'un président, son travail, c'est d'écouter. Lorsque vous avez des Congolais qui estiment que nos joueurs, par exemple, qui nous qualifient à la Coupe du Monde, pour la plupart sont des binationaux, ont le droit d'avoir la nationalité congolaise ou avoir des passeports congolais. Est-ce que c'est un argument qu'il faut entendre ou pas? Mais est-ce que ça suffit pour parler d'un changement? J'en arrive, madame. Lorsque vous regardez, n'oublions pas le contexte. Je vous rappelle. Moi, je suis du Palou. En 2005, lorsqu'il y avait les débats, les référendums, oui ou non, pour la Constitution, les patriarches Gizenga, d'heureuse mémoire, disaient que cette Constitution, nous n'en voulons pas. C'est une Constitution des belligérants. Mais c'est la voie par laquelle nous devons passer pour avoir des institutions légitimes venues du peuple. Et à partir de ce moment-là, ceux qui auront les mandats du peuple pourront rédiger la Constitution. Ça, c'est la position du Palou public depuis 2005. L'UDPS, à l'époque, avait carrément décidé de ne pas voter pour cette Constitution. N'oubliez pas que cette Constitution était les fruits d'un contexte. Aujourd'hui, les gens se plaignent, mais regardez notre système électoral au niveau législatif. On a 200 partis politiques, on a 700 partis politiques, parce que la proportionnelle, le système électoral qu'on a choisi ne permet pas aux grands groupes, comme on peut voir en Angola, comme on peut voir en Tanzanie, ou comme on peut voir en Afrique du Sud, de porter les pouvoirs. Si vous regardez bien en Occident ou ailleurs,
il y a principalement deux camps. C'est de gauche, c'est de droite. Bon, même si on n'a peut-être pas atteint la maturité économique qui nous permette de nous définir de gauche ou de droite en fonction de ce que nous produisons, mais il faut regarder qu'aujourd'hui, si nous voulons mieux porter les aspirations du peuple, si nous voulons nous assurer que nous avons une constitution adaptée à nos besoins au XXIe siècle, pourquoi on n'en referait pas la rélecture? C'est pour ça qu'ici, il ne faut pas regarder la question de la Constitution sous le prisme d'un individu. Il faut regarder la question de la Constitution d'abord comme les textes mères qui guident la vie dans notre société. Mais quelle garantie vous offrez au peuple congolais pour être assuré qu'il n'y aura pas un troisième mandat pour le chef de l'État et que nos compatriotes qui sont assiégés par l'armée rwandaise participeront à un référendum si c'est l'avenir? Bon, écoutez, je vous parle d'abord de principe. Parce que lorsque vous individualisez les débats, vous le faussez. Parce que les problématiques à résoudre principalement, c'est même en termes de l'efficacité de notre État. Parce qu'après, je crois, la Constitution a été promulguée en 2006, retouchée en 2011. Donc, il y a possibilité de regarder par où on rend les choses plus effectives. De toute évidence, le président de la République, en répondant à la question d'un journaliste, parce que je vous ai dit ce que le président a dit sur la Constitution, en répondant à la question d'un journaliste, le président de la République, évidemment serviteur dédié, a dit que si le peuple le lui demande, il sera au rendez-vous. Ça signifie quoi? Mais cela ne veut pas dire que nous nous occupons pas de la problématique principale. La problématique principale pour nous, et le président de la République a eu le temps de le dire, c'est la libération de nos territoires de force d'occupation. Parce que la Constitution est une affaire du peuple. Et que s'il y a des options majeures qui doivent être levées, qui exigent un référendum, les populations du Nord Kivu et du Sud Kivu mériteront aussi de s'y prononcer. Et donc, avant que ces populations ne s'y prononcent, il faut qu'on s'assure que les Rwandais sont sortis de notre territoire. Donc, l'impératif, l'urgence pour nous aujourd'hui, Madame Chancel, c'est de sortir les troupes rwandaises de notre territoire, de ramener la paix. C'est ça l'urgence. Et pour ajouter, parce que nous sommes dans la logique du président de la République de la transparence et de la redevabilité, le jour où les débats sur la Constitution fera par exemple l'objet des délibérations au Conseil de ministres, on sera en mesure de venir devant l'opinion au Conseil de ministres pour dire qu'il y a eu les gouvernements à analyser tel sujet et tel sujet. Il ne devrait pas y avoir des tabous sur le sujet. Il ne devrait pas y avoir d'abord de personnalisation du débat. Il est question ici du bien du peuple, les saluts du peuple, la loi suprême, dit-on. Mais l'idée, c'est de s'assurer d'avoir un texte plus adapté et plus effectif. Je veux prendre un autre petit exemple. Aujourd'hui, on dit l'anglais. Certains disent qu'en plus du français, l'anglais peut devenir la langue officielle. D'autres disent, mais pourquoi nos 4 langues nationales ne deviennent pas des langues officielles? En Afrique du Sud, ils ont plus de 11 langues officielles. Vous voyez, c'est une question simple, parce que c'est aussi dans la Constitution. On peut dire, écoutez, aujourd'hui, au regard des enjeux économiques de la RDC, nous pensons qu'on peut aussi rendre l'anglais officiel, ou nous pensons, comme dans beaucoup de pays de l'Afrique de l'Est, ils ont des langues nationales qui sont aussi des langues officielles. Donc, ça veut dire qu'il y a des choses à réajuster, des choses à regarder. Il ne faut pas avoir peur et il ne faut pas faire peur au peuple de Dieu. En quoi est-ce que la révision ou les changements de la Constitution peut apporter un plus dans les processus de résolution du conflit dans l'Est de notre pays? Écoutez, j'ai dit tout à l'heure qu'il faut faire la démarcation. Aujourd'hui, la résolution du processus si ça ne devrait dépendre que des résolutions ou des accords, la paix serait revenue. Parce que sur les processus de paix, on a déjà tout fait, ou presque. Il reste à finaliser les processus de Doha, sur les protocoles qui restent à régler. Mais si vous regardez aujourd'hui, nous butons au refus du président rwandais de cesser d'épier nos ressources, parce qu'en réalité, l'agression ici, si vous regardez maintenant les chiffres en parallèle, vous allez voir que le Rwanda, de janvier 2025, en juin 2025, c'est 213% en plus l'exportation du coltan. Le Rwanda, si vous regardez, de janvier à mars,
on a dénombré plus de 1000 morts dans des éboulements, conséquences des exploitations sauvages des mines à Rubaya par le Rwanda. Et donc, le principal mobile de cette agression, c'est le vol, c'est les processus de pillage qu'on veut maintenir. Et sur ça, nous avons déjà un cadre. Parce que pour nous, madame, vous conviendrez avec moi, qu'il n'y a pas plus grand impératif pour un État que l'intégrité de son territoire. Et c'est ce à quoi nous sommes en train de travailler. Vous garantissez aujourd'hui au nom de votre gouvernement, et bien sûr, selon le propos du président de la République au cours de la conférence de presse, que si on en arrivait à la révision ou au changement, je ne vais pas mettre les changements, je mets ça de côté, s'il va falloir toucher l'article qui préoccupe l'opposition, 220 ne sera pas touché. Le mandat du président ne sera pas révisé. Écoutez, pourquoi vous voulez que je vous réponde sur une question qui va faire l'objet, y compris, comme d'autres questions d'ailleurs, des discussions ou de l'écoute? Il faut, à un moment donné, il existe des savants dans toute société, il existe autant des anthropologues, autant des juristes qui analysent. On peut faire une étude ou une analyse exhaustive de la Constitution, en repérer le point fort, en repérer les points faibles et voir comment les retoucher en fonction du besoin d'avoir un État plus efficace. Et si cet État efficace requiert, par exemple, le renforcement de l'institution président, pourquoi pas? Vous savez, aujourd'hui, je rigole, parce que sur la Constitution, il y a une unanimité. Trêve d'hypocrisie. Tout le monde veut toucher à la Constitution. Je ne voudrais pas citer des noms, mais il y avait même certains qui avaient déposé des documents à l'Assemblée ou des projets à l'Assemblée pour réviser la Constitution. Je rappelle que vous aviez été aussi, bon, vous êtes député, même si vous êtes, donc vous les dites sur base des éléments que vous avez. Mais bien sûr, il y a des gens qui, aujourd'hui, peut-être pour des besoins cosmétiques, ils disent, bon, écoutez, nous, on va retirer nos initiatives. Mais écoutez, ne regardons pas la question de la Constitution sous les prismes individuels, encore une fois. Il faut regarder la question de la Constitution sur les prismes collectifs, de comment nous rendons notre État plus efficace, de comment certaines divisions, certaines plutôt dispositions doivent être revues. Mais pourquoi vous allez refuser à nous, Congolais responsables, de réfléchir, y compris pour voir comment cette Constitution peut, si elle est retouchée, rendre l'État plus efficace. Les Congolais ont besoin d'un État efficace. Les Congolais ont besoin des autorités, y compris au niveau local, pleinement en mesure de régler leurs problèmes. Et donc, il faudrait vraiment, sur cette question, il faut d'abord, la dépersonnaliser. Il faut la regarder dans un cadre d'ensemble et penser d'abord à l'efficacité des services de l'État. Le président Tshisekedi avait aussi déclaré que dans les cadres de partenariat stratégique signés avec les Américains, il va falloir retoucher quelques aspects de la Constitution. De quoi s'agit-il concrètement? La République démocratique du Congo s'engage à modifier, dans les 12 mois suivant l'entrée en vigueur du présent accord, la loi numéro 13/005 du 11 février 2014 portant régime fiscal, douanier, parafiscal, de recettes non fiscales et de change applicables aux conventions de collaboration et aux projets de coopération et entreprennent toute réforme législative et constitutionnelle dans un délai maximum de 12 mois afin d'aligner son cadre juridique sur les dispositions pertinentes du présent accord. Je crois que c'est des questions qui sont liées à la fiscalité. Je ne saurais peut-être pas aller dans les détails de ce qui concerne la fiscalité. On pourra évidemment avoir des exercices prolongés avec le ministre des Finances ou le ministre de l'Économie, mais c'est pour vous dire simplement que nous, dans la posture dans laquelle le pays se trouve aujourd'hui, nous ne devions pas mystifier un certain nombre de choses pour autant que ça peut nous permettre davantage ou plus rapidement de régler les problèmes de compatriotes. Alors, cette question, je vous laisse à vous le libre choix de répondre. Vous faites quand même le buzz, vous aussi. Sur la question, le président de la République a évoqué la question du concert de l'artiste congolais Fally Ipupa, qui a à plusieurs reprises, moi je ne suis pas de très près ce qui se passe, mais il a fait des exploits et il a fait encore rayonner les drapeaux de notre pays au niveau, niveau international. Certains estiment que Patrick Muyaya aurait des liens d'amitié avec Fally Ipupa et aurait induit le président de la République sur cette voie-là et que d'autres artistes se sentiraient menacés ou pas considérés par le gouvernement. Écoutez, je ne voudrais pas revenir sur ce que le président de la République a dit à ces sujets parce que n'oubliez pas que nous sommes dans une séquence importante de notre soft power et que dans la séquence de notre soft power,
chaque Congolais apporte sa contribution. C'était le cas de l'artiste Fally Ipupa, parce que moi qui vous parle, j'entretiens des bonnes relations à la fois avec Fally Ipupa, Ferregola, J.B. Mpiana, Werrason d'ailleurs, ou Koffi Olomide. C'est pour ça qu'il ne faut pas aller dans la polémique. Il faut considérer qu'il y a une forme de rivalité positive. La rivalité qui porte vers l'émulation. Parce que lorsque nous devons regarder la trajectoire de deux artistes Ferregola comme Fally Ipupa, c'est des progrès énormes qui ont été faits de part en part et que chacun mérite de félicitations. Et il y a maintenant des circonstances, Fally a eu la circonstance d'aller au Stade de France. Je pense que c'est aussi une réussite culturelle qui nous revient à tous parce qu'il s'est agi du drapeau. Je pense que Ferregola lui-même s'est exprimé à ces sujets parce que, bien au-delà des critiques, nous sommes dans un cadre démocratique qui sont acceptables. Ce qui est inacceptable, par contre, Madame Chancel, c'est les insultes. Moi qui vous parle, je suis l'objet des campagnes quotidiennes du Rwanda. Il me caricature en tout genre. Il monte des complots au plan local, au plan international. Je suis la cible de camp de nos opposants. Parce que n'oubliez pas du fait du choix porté sur moi par le président de la République et la première ministre, j'apparais pour, par exemple, là, expliquer le sens de l'action du gouvernement. Et donc, je suis une cible naturelle. Et donc, si, au-delà de ces complots ou de toutes ces attaques que nous recevons de l'extérieur, certains compatriotes, parce qu'ils ont eu des appréhensions sur l'une ou l'autre question, s'émettent à faire comme les autres font, je pense qu'on n'aura pas gagné. Et donc, sur les sujets, je crois que le président de la République a toujours été dans une position de père. Et le père, c'est celui qui sait tenir compte de tous les enfants. C'est pour ça que pour moi, il faut relativiser les sujets. Mais il y a quelque chose que je perçois, parce que la conférence de presse du président de la République est arrivée quelques jours après la célébration de la Journée internationale de la liberté de la presse. C'est que nous avions prévu, dans ces cadres-là, c'était d'abord d'avoir un forum qui s'est élu, un forum qui a permis aujourd'hui aux journalistes, je souhaiterais que vous puissiez vous associer à l'initiative, de signer un acte d'engagement en faveur de la paix et du soutien aux efforts de paix. C'est quelque chose de très crucial. Ensuite, nous avions prévu d'avoir une activité comme de coutume avec le président de la République, parce qu'il ne faut pas oublier, au-delà des défis que la gestion de l'espace informationnel nous impose aujourd'hui, mais il ne faut pas oublier notre ancrage pour une démocratie consolidée et portée par les présidents de la République lui-même. Et donc, dans ces cadres, j'avais reçu dans ces bureaux les organisations professionnelles. Les organisations professionnelles m'ont demandé, m'ont proposé, dit Monsieur le ministre, pourquoi on ne renouerait pas avec une habitude qui avait longtemps par les passés, de récompenser certains journalistes pour leur carrière. Pas pour avoir combattu l'armée rwandaise pendant l'agression. Je vais y arriver. C'est une proposition qui n'est pas venue du ministère, parce que depuis le début, y compris quand on a fait les États généraux, nous fonctionnons toujours en accord avec les autres institutions. Les autres institutions, par exemple l'UNPC ou les autres organisations de la corporation. Les organisations de la corporation sont venues faire la proposition. Dit, Monsieur le ministre, nous pensons qu'en marge de la célébration, nous pouvons organiser une cérémonie pour primer, par exemple, Kibambi Chitois ou Chantal Kanimbo, pour l'ensemble de leur carrière, suivant un critère qu'ils ont établi. La question à mon niveau, c'est de dire, écoutez, si l'idée vient de la profession pour non pas attendre les départs de certains d'entre nous pour les honorer, je n'y trouve aucun inconvénient. Mais n'oubliez pas qu'il y a une chancellerie des ordres nationaux, qui est la structure étatique qui est spécialisée sur les sujets. Et donc l'idée, c'est de voir comment y travailler aux côtés de la chancellerie des ordres nationaux pour voir comment les uns et les autres, je dis par rapport à leur carrière, comment on peut leur donner des mérites
de reconnaissance. Ça, c'est ce qui a été proposé. Et d'ailleurs, je crois que les discussions n'ont même pas encore commencé formellement au niveau de la chancellerie pour essayer de délibérer suivant les critériums qui ont été établis par la professeure suivant les textes. C'est un travail qui se fera, qui prendra le temps que ça prendra. Et donc, je vois, à partir de là, j'ai vu, évidemment, moi qui vous parle, je suis très peu friand des commentaires sur les réseaux sociaux parce qu'il ne faut jamais se laisser atteindre. Lorsqu'il y a des gens qui font des vidéos, qui font des complots, y compris pour vous insulter, leur objectif, c'est de vous atteindre. Et lorsque vous prenez votre temps pour regarder ce qu'ils veulent vous imposer, vous les aidez dans l'œuvre de la destruction qui vous concerne personnellement. Donc, il faut toujours avoir un certain détachement. Et moi, je considère que la plupart des critiques ne sont pas faites à titre personnel. En anglais, j'aurais dit « never take it personal ». Mais je considère qu'il y a un message qui est passé. Pourquoi? Parce que dans les cadres du front médiatique, c'est les lieux, Madame Chancel, de vous rendre hommage personnellement, mais aussi à tous nos amis communicateurs, parce qu'eux aussi se sont engagés dans leur manière, avec leurs moyens, dans la défense de la patrie. Mais par contre, Madame Chancel, n'oubliez pas qu'on ne peut pas récompenser tout le monde à la hauteur de son engagement. On n'en a pas les moyens. Et je ne pense pas que dans les chefs de vous et de tous ces communicateurs qui se battent pour les pays, ils s'attendent forcément à une forme de rétribution. C'est une contribution patriotique. Mais évidemment, nous, comme ministère, comme ils opèrent dans les cadres de la communication, nous sommes en train de travailler sur les sujets avec le conseil spécial du président de la République. Je crois que dans les jours qui viennent, j'aurai l'occasion d'inviter certains de ces communicateurs, parce qu'on ne sait pas les avoir tous. Ils sont nombreux, ils sont partout dans le monde, pour avoir une discussion. Les communicateurs ne sont pas des journalistes, même si ils utilisent les mêmes vecteurs que les journalistes. Parce que le journalisme, dans les cas de la loi Mouyaya, qui est sortie des États généraux, est défini suivant le critère. Par contre, comme gouvernement, nous réfléchissons à une possibilité d'encadrer tous ces jeunes et toutes ces personnes qui se dédient et qui contribuent à la défense de la patrie. Donc c'est une réflexion que nous allons poursuivre dans les jours qui viennent avec eux pour voir dans quelle mesure on codifie. Et ils ont raison de penser qu'ils doivent aussi être reconnus pour leurs efforts. Mais c'est pour ça que justement, je profite de cette occasion pour leur rendre hommage, pour leur engagement à travers la République. Et lorsque vous vous engagez pour la République comme patriote, ce n'est pas forcément une rétribution que vous attendez sûrement une forme de reconnaissance, parce que beaucoup ont pensé que dans la dynamique qui a été engagée par les organisations professionnelles des journalistes, qu'eux aussi devront faire partie. Peut-être que lorsque nous aurons convenu et trouvé un mécanisme d'encadrement, peut-être que en ce moment-là, on pourra aussi envisager, pourquoi pas, la possibilité de reconnaître les mérites des uns des autres, parce que cette reconnaissance même morale est un signe d'encouragement. Madame, encore une fois, il ne faut pas fragiliser le front interne. Je peux comprendre que les attaques viennent du Rwanda, que les attaques viennent de nos opposants, mais je ne peux pas toujours comprendre que les attaques viennent parfois des personnes avec qui vous parlez, des personnes qui peuvent vous contacter, parce qu'on devient fort aussi, y compris dans la discussion. Et nous avons toujours eu l'écoute qu'il faut. Et je crois qu'à mon avis, il faut dédramatiser toutes ces questions et considérer qu'au-delà de la vitalité démocratique, les uns et les autres doivent œuvrer à la préservation de nos valeurs. Je ne peux pas m'expliquer qu'un citoyen, qui qu'il soit, tienne des propos déplacés à l'endroit du président de la République. Est-ce que dans les jours à venir, nous allons devoir nous attendre aux arrestations des uns, des autres? Il y a eu une circulaire qui parlait justement de toutes ces infractions commises en ligne. Nous avions fait un communiqué. Un autre communiqué a été fait récemment par le ministère de la Justice. Je peux vous informer que, pour l'exemple, ceux qui seront arrêtés à Kinshasa, parce qu'il y a des injonctions qui ont été données au parquet, ceux qui seront arrêtés, il y aura des procès en flagrance et nous allons utiliser ces procès en flagrance pour faire de la pédagogie. Parce que lorsque vous êtes dans les cyberespaces, ce n'est pas un domaine où les droits ne doivent pas s'appliquer. Vous ne pouvez pas profiter de vos prises de parole dans des plateformes
pour détruire nos valeurs. Vous pouvez bien nous critiquer, mais venir avec des insultes sur hommes, femmes, qu'importe leur rang respectif, est contraire à nos valeurs que nous devons préserver. Et moi, je pense que ceux qui aiment véritablement les Congos, ceux qui s'engagent en soutien au président de la République, doivent être le reflet de ce que le président de la République lui-même montre. Et donc, les insultes, les attaques, les discours, la dilution des discours qui entachent la personnalité des uns des autres n'est pas les bienvenus dans un débat démocratique. Et malheureusement, force sera à la loi et la loi sera respectée pour que ces comportements puissent être bannis définitivement de nos débats publics et de nos plateformes. Avant d'aller vers la fin de cette édition spéciale, vous avez vu que je vous ai laissé plusieurs minutes pour clarifier ces deux questions qui ont fait polémique. La question des migrants a également été évoquée par le président de la République. Qu'en est-il de la situation? Ils sont toujours là, ils ont déjà trouvé du boulot parce qu'on a vu des reportages passer. Ils ont dit c'est un pays dangereux, on ne peut même pas sortir, bon, écoutez, on a faim, écoutez, madame, d'abord, les ressortissants des pays tiers, pour être dans le langage approprié, lorsqu'ils viennent ici, ils viennent de manière temporaire. Je crois que le président de la République a été on ne peut plus clair là-dessus. Et il n'y a pas d'inquiétude à avoir parce que ces gens, quand ils viennent chez nous, ils ne sont pas des prisonniers. Hein. Les gens auraient voulu qu'on arrêtât certains. Les gens auraient voulu que certains ne prennent pas la parole, mais ils ont montré qu'ils étaient libres et qu'ils n'étaient pas enchaînés. Ce que je peux vous annoncer par contre, c'est qu'il y en a un qui est reparti hier. Parce que sur cette question, la question est traitée de manière individuelle. Et nous avions dit, dans la transparence qui nous caractérise, que nous avons qui venaient pour un séjour temporaire. Même pas un mois, il y en a un qui est parti hier et il y en a d'autres qui partiront dans les jours qui viennent. Ils commencent déjà à retourner chez eux? Qui retournent chez eux. Parce que comme nous l'avons dit, sur cette question, nous avons été le premier à communiquer. Madame, peut-être que les gens ne se rendent pas compte de comment ces pays est en train de changer. Lorsque nous, on parle de redevabilité, vous avez vu le président de la République 3 heures discuter à bâton rompu avec les professionnels des médias qui sont venus avec des questions diverses dans tous les secteurs. Nous n'avons rien à cacher. Nous sommes transparents et les peuples devraient continuer à nous faire confiance. Et donc, sur cette question, il y a eu beaucoup de supputations, mais dans les faits, vous voyez qu'il y en a un qui part, il y a d'autres qui partiront dans les jours qui viennent. Et donc, nous avons, dans les cadres de nos rapports avec les Américains, concédé à cette demande qui est venue nous dans les cadres des relations qui nous caractérisent. Partenariat avec les Américains, d'ailleurs, on va rapidement chuter par là. Aujourd'hui, nous apprenons par des médias internationaux que le président rwandais a été interdit de mettre le pied sur les territoires américains. Ça fait aussi partie des sanctions ou c'est peut-être un incident diplomatique? Je ne suis pas sûr que ce soit un incident diplomatique. Bon, écoutez, les Américains ont une palette des mesures parce que n'oubliez pas que le président rwandais a librement signé devant le président américain et devant le monde entier l'accord de paix. Et les Américains l'ont dit et redit qu'ils prendront toutes les mesures pour s'assurer que les promesses faites à leur président puissent être tenues. Il y a eu des mesures de sanctions contre l'armée rwandaise, il y a eu des mesures de sanctions contre certains de ses officiers, il y a eu des mesures de sanctions qui ont été annoncées sans des précisions spécifiques suivant l'éventail de sanctions au niveau du gouvernement américain. Et si le président Kagame est tombé sur ces régimes, je crois que ça devrait l'interpeller, il devrait s'exécuter quant à ce qu'il a lui-même souscrit dans les cadres du processus de Washington et quitter notre territoire. Le plus tôt sera sûrement le meilleur pour lui. Alors voici la dernière question. Joseph Kabila, condamné à mort ici au pays, est désormais sous sanctions américaines. Quelle est la prochaine étape prévue au niveau du gouvernement? Un mandat d'arrêt international? Nationalisation des biens mal acquis? Écoutez, le président de la République s'est prononcé à ces sujets et le président de la République a été un peu plus clair. On n'aurait jamais dû en arriver là, après l'alternance que nous avons vue. Mais vous savez, le piège du pouvoir, parfois, entraîne, en l'occurrence, les présidents honoraires, l'a entraîné dans une forme de nostalgie, parce que c'est inconcevable pour quelqu'un qui a radié le chef du fils du M23 actuel de l'armée, quelqu'un qui a combattu les mêmes phénomènes, que cette personne s'y retourne. Donc, évidemment,
nous sommes en droit de nous poser la question, au regard de certains renseignements qui nous sont parvenus, sur sa loyauté envers le pays. Et il est évident que depuis la résurgence du M23, dont il est les frères, parce que finalement, ils ont tous la paternité kagamique, si je peux me permettre l'expression, depuis août 2024, c'est l'homme le plus informé. Et aujourd'hui, que les Américains prennent des sanctions, nous, ça ne nous surprend pas, parce qu'il y avait déjà des faits. Notre justice était déjà prononcée là-dessus. Et j'espère que les sanctions américaines prises contre lui dissuaderont tous ceux qui sont affiliés au mouvement Sauvons le Rwanda au Congo, parce qu'il y a un temps pour tout. Le temps des agissements de Kagame et de ses fils est révolu. Le temps pour nous, c'est d'aller d'abord vers la paix, une paix consolidée, et plus tard, on verra la dimension économique qu'il y a dans l'accord, comment la faire avancer. Un dernier message aux Congolais? Écoutez, le dernier message, c'est de continuer de faire confiance au président de la République et au gouvernement de Mme Souminoa. Il n'y a aucune question des Congolais que nous n'abordons pas, et il n'y a aucune question qui reste sans être examinée de fond en comble. Vous avez vu que nous avons l'émission de notre premier Eurobond. C'est la preuve que dans ce pays, le narratif change. Aujourd'hui, nous avons été en mesure, non pas de mobiliser 1,2 milliard, mais en mesure de montrer au monde que nous avons récupéré ou que nous avons gagné en crédibilité par rapport aux réformes et à notre stratégie économique. Vous savez, madame, les pays ne s'échangent pas en un claquement de doigts. Les pays s'échangent à travers des réformes. Et les changements ont déjà commencé dans ce pays. Évidemment, lorsqu'on règle des problèmes pour 100 millions de personnes, vous pouvez avoir touché 4 millions, 5 millions, certains ne l'ont pas encore ressenti, mais les pays sont en mouvement et dans tous les secteurs. Et donc, il est important de préserver notre unité, surtout notre solidarité par rapport à nos populations qui ploient sous occupation. Et je pense que la plus grande célébration que nous pourrons attendre dans les jours qui viennent, c'est d'obtenir leur libération et que par la suite, nous pourrons de manière sereine regarder la question de l'avenir de notre pays, notamment celle liée à la Constitution, pour voir comment on rendrait notre nation plus efficace. Je pense qu'il n'y a pas d'impératif qui dépasse les biens du peuple. Monsieur le ministre porte-parole du gouvernement, ministre de Communication et Médias, Patrick Mouyeya Katomboué, merci d'avoir accepté une fois de plus de venir sur Chance et la Channel News pour clarifier certaines questions d'actualité. Merci également à vous tous qui nous avez suivis de partout dans le monde. Merci à l'équipe technique du ministre Patrick Mouyeya qui, je pense, était dirigée par monsieur Jackson Nzinga. Merci de liker, de commenter, de vous abonner, de laisser vos avis en commentaire. Je vous retrouve dans la prochaine édition. Merci.